ou c'est pas le cas? Exactement. Très très bien. Alors bonsoir à tous et à toutes, et nous sommes maintenant arrivés vraiment au cœur de notre étude, je crois, puisque vous avez certainement mis à profit les 2 semaines de répit pour préparer le travail que je vous avais demandé ou que je vous avais proposé, à savoir la comparaison des l'envoi des explorateurs par Moïse dans Bamidbar au chapitre 13, et puis l'envoi des explorateurs par Josué au chapitre 2. Je dois dire que cela vient bien entendu répondre à une question exceptionnellement importante qui est posée par tous les commentateurs. Et cette question, nous l'avions taxée la dernière fois de question centrale de notre chapitre 2 de Josué. Nous avons vu d'ailleurs qu'il y avait 2 questions centrales, mais l'autre, on la laisse pour la fin. La question centrale qui est posée, on peut dire, par tous les commentateurs, c'est une question double. Pourquoi envoyer des explorateurs alors que nous savons que cette terre est très bonne puisqu'elle a été promise par Dieu, mais enfin c'est une question un petit peu dont bien entendu nous avons tous des réponses à donner, on en reparlera. La question essentielle, c'est pourquoi 40 ans après la catastrophe véritable de l'envoi des explorateurs par Moïse, par Moshe Rabbeinu, pourquoi est-ce que Yoshua reprend cette initiative 40 ans plus tard. Alors, évidemment que là aussi, nous avons certainement beaucoup de réponses déjà à donner. Nous allons tout à l'heure travailler sur ce thème grâce à la comparaison terme à terme que vous avez certainement préparée, je l'espère. Mais en attendant, j'ai pensé ouvrir le débat de la comparaison et de la question qu'on vient de reposer avec 2 petits textes. Ils ont l'air un petit peu longs en hébreu, mais n'ayez pas peur, on prendra seulement l'essentiel. Je pense que vous les avez sous les yeux. Ce sont les explications concernant la même question qui est la nôtre, pourquoi envoyer 40 ans après, 2 réponses, celle du Rav Yitzhak Abravanel, vous le savez, il était le ministre des Finances de Sa Majesté pas gracieuse, le roi d'Espagne, et quelque temps plus tard, d'ailleurs, il a renfloué les caisses du palais d'une façon extraordinaire. C'était aussi un économiste très grand, le Rav Yitzhak Abravanel, appelé Don Isaac Abravanel, mais quelque temps plus tard, et exactement en 1492, eh bien, il y a eu l'expulsion des Juifs d'Espagne et il en a fait partie suite aux exigences de l'Inquisition. Quoi qu'il en soit, on va lire très rapidement l'essentiel, peut-être pas chaque mot ou chaque ligne, mais l'essentiel de son commentaire. Alors, vous l'avez ici sous les yeux, je vais lire seulement une partie que je vais essayer de signaler avec la flèche. La voilà. Vous me suivez? J'entends pas, alors je suppose que tout le monde est d'accord. Y a-t-il des réponses? On nous suit. Alors tout est bien. Alors je prends simplement quelques phrases importantes qui sont soulignées. Ata, maintenant, bashlichut haze nishmar mikulam velo nirshal bahem kan. C'est-à-dire, Josué, lui, maintenant, n'a pas échoué dans cette entreprise comme l'avait fait, comme ça s'était produit à l'époque de Moshe 40 ans plus tard. Une ligne plus loin, Végé, qui, bimé Moshe, à l'époque de Moshe, nimtseu arba sibot, il y avait 4 raisons pour lesquelles l'envoi des explorateurs s'est terminé de la façon dont on sait. Première raison, ils sont allés, Shnei Masar Anashim, 12 personnes. On va y revenir dans notre comparaison, bien entendu, mais le Rav Abravanel nous dit que si on envoie 12 personnes, puisque ce sont 12 personnes et pas seulement 2, il y a plus de chances que le peuple va croire
dans les mensonges ou les choses qu'ils vont proférer. Ça, c'est la première raison, dit le Abravanel, pour laquelle ça a lamentablement échoué. Deuxième raison, Kulam Anashim Raché Bnei Yisrael Hema. Ce sont tous des gens qui étaient, nous dit les versets que vous avez appris dans le chapitre 13 de Bamidbar, c'était des gens haut placés, c'était les chefs des tribunaux rabbiniques, des Sanhédrines de chaque tribu. Et par conséquent, là encore, on risque fort de bien sûr, faire confiance à ce qu'ils nous disent quand ils nous disent que ce pays n'est pas un pays pour le peuple d'Israël, etc. La troisième raison pour laquelle ça a échoué à l'époque de Moshe, vous l'avez ici, c'est parce que les choses que Moïse a envoyées, que Moïse a donné comme ordre de mission, eh bien, ne concernent pas le rigoul. Vous voyez le mot ici, rigoul. Rigoul, ça veut dire espionnage. Il ne les a pas envoyés finalement faire de l'espionnage pour savoir, et là on est au cœur de notre question, pour savoir comment entrer dans le pays. Il les a envoyés, vous vous rappelez, vous verrez si le pays est bon ou mauvais, si les villes sont fortifiées ou pas. On a vu ça, on a défriché un petit peu les choses dans le cours précédent jusqu'à ce que la technique nous en empêche, mais je crois qu'on a suffisamment dégagé ces points-là, à savoir que Moïse leur a donné des instructions, et on verra tout à l'heure le commentaire de Nachmanide, Ramban là-dessus, parce que c'est quand même très étonnant. Quoi, demandera Ramban, mais alors il les a envoyés pour voir si le pays est bon ou mauvais? Alors le Ramban ose poser la question, on le verra tout à l'heure en bas de la page. En bas de la page, on verra peut-être juste maintenant la phrase qu'il pose, la première phrase, Veyeshkan lish'ol, vous voyez ici, Veyeshkan lish'ol, imken Moshe atzmo chata ba'inyan, et donc peut-être que Moïse aurait, conditionnel bien sûr, fauté dans l'envoi de ses explorateurs et dans l'ordre de mission qu'il leur a donné. Alors, on reviendra tout à l'heure pour comprendre que, bien entendu, Moïse n'a pas fauté, mais ça se relie avec cette troisième phrase, troisième raison que donne Abravanel, à savoir que Moshe les a envoyés pas du tout dans un esprit de espionnage, mais dans un esprit de savoir si on va, dit-il, la conquérir, comme s'ils devaient faire le choix, s'ils vont la conquérir, ou bien s'ils doivent ne pas le faire. Et il y a donc là une grande question qui concerne évidemment Moïse et l'envoi des explorateurs. Enfin, la quatrième et dernière raison qui est donnée, qui est avancée par Abravanel, c'est en suivant l'avis, la demande de tout le peuple et en accord avec eux que Moïse les a envoyés. Alors que, vous le savez, dans l'envoi des explorateurs de Josué, eh bien, ça s'est fait de quelle façon? Quelqu'un veut peut-être répondre, ce sera plus vivant. Comment est-ce que Josué a envoyé ses explorateurs? De quelle façon? Si on apprend que chez Moshe, chez Moïse, ils ont été envoyés en public, enfin devant tout le peuple qui avait demandé de les envoyer. Yoshua, lui, les a envoyés, rappelez-moi ce que le premier verset nous dit. En secret? Absolument. Cheresh, en secret, d'une façon en tout cas discrète, si vous voulez, entre quatre yeux, si je peux dire, entre quatre yeux, il faut dire, il n'y a pas de S, entre quatre yeux de Josué et des explorateurs. Donc ça fait un peu plus que 4, mais ça fait pas beaucoup plus que 6. Top. Alors, Abravanel conclut en disant, mais par contre, à l'époque de Josué, vous le voyez ici, eh bien, c'était complètement différent. Il les a envoyés, il n'a pas dévoilé à tout Israël un instant qu'il envoyait des explorateurs. Et la deuxième raison réciproque des premières, c'est qu'il ne leur a donné
qu'un ordre de rigoul, vous le voyez ici, un ordre de espionnage à proprement parler. Nous y reviendrons tout à l'heure. Donc voilà les réponses que donne Abravanel, les 4 raisons pour lesquelles il y a des différences profondes entre l'envoi à l'époque de Moshe et celle de Yoshua. Le Malbim, qui vivait au XIXe siècle, si je me rappelle bien, en Roumanie, eh bien, le Malbim trouve 5 différences entre l'un et l'autre. Très rapidement et très succinctement, vous voyez ici que, même chose, Moshe a envoyé sur la base de la demande du peuple, ce qui est problématique. Deuxième raison qui n'est pas dans Abravanel, c'est que il les a envoyés, Moïse, depuis le désert de Paran. Le désert de Paran qui est très loin du pays d'Israël, dit-il, alors que Josué, lui, les a envoyés Mina Shittim, c'est écrit dans notre texte du chapitre 2. Shittim, c'est les plaines de Moab, c'est de l'autre côté du Jourdain, c'est juste avant de traverser le Jourdain. Et donc, dit-il, plus on est loin du pays et plus on se pose des questions concernant la nature du pays. Alors, c'est pour cela que ça a échoué à l'époque de Moshe. Troisième raison, dit le Malbim, à l'époque de Josué, il les a envoyés Tarim. Tarim, c'est la tour est Haaretz, c'est visiter le pays si vous voulez. Alors qu'à l'époque de Yoshua, le mot qui est employé, c'est l'Arpor ou les Ragel, Meraglim. Ce sont des termes qui concernent le vocabulaire d'espionnage. Et donc, le Malbim définit d'une façon tout à fait extraordinaire, il dit « Hatar mevakesh et atov im tova haaretz ». Celui qui va pour visiter, qu'est-ce qu'il va voir? Et celui qui va pour espionner, qu'est-ce qu'il va voir? Eh bien, vous remarquez que c'est exactement le contraire l'un de l'autre. Celui qui va pour visiter, il veut voir ce qui est beau, alors que celui qui va pour espionner veut voir les faiblesses, les talons d'Achille du pays, là où on pourra, bien entendu, conquérir plus facilement. Et donc, il y a là matière à réflexion, car, dit-il, si le peuple envoie pour visiter le pays, alors, dit-il, c'est en caractère gras, vous le voyez, il enverra les princes de chaque tribu, les notables, alors que l'Ochen, ce n'est pas le cas, im sholchim meragel, si on envoie un espion, alors, bien entendu, on va envoyer quelqu'un qui passe le plus inaperçu possible. Vous savez comment c'est, enfin vous connaissez des espions certainement, et sinon vous imaginez comme moi que ce sont des gens qui ne sont pas les plus grands notables et les gens les plus remarquables au sens propre du mot. Une quatrième raison de différence entre les deux expéditions, le Malbim nous dit, on en a déjà parlé, il les a envoyés cheresh, c'est-à-dire discrètement, en sourdine et pas en public. Et enfin, une cinquième raison que vous voyez ici, il leur dit, et c'est une phrase sur laquelle on reviendra, Lechu, Reu et Haaretz ve'et Yericho, allez voir le pays et Jéricho, et il nous enseigne que l'essentiel de la shlichut, de la mission des explorateurs de Josué, était de voir Yericho. Et vous vous rappelez certainement, parce qu'on en a parlé dans le dernier cours, si mes souvenirs sont exacts, vous vous rappelez certainement que Yericho a une espèce de, comment on dit, kinouille, d'appellation contrôlée. Jéricho, s'appelle Manaoula Shel Eret Israël, le verrou d'Eret Israël. On a dit la dernière fois que celui qui conquiert, qui détient Jéricho, d'une certaine façon, toute la conquête du pays lui est ouverte. Alors, c'est clair, à l'époque de Josué, il les a envoyés dans le but de conquérir le pays, pas dans le but de savoir si le pays vaut la peine d'être conquis, puisqu'il les a envoyés à Jéricho. Donc voilà un petit peu, y a-t-il des questions peut-être sur ces deux grands maîtres d'Israël qui se sont confrontés avec la question qui est la nôtre? Nous allons voir des choses un petit peu différentes, mais qui se recoupent aussi.
dans la différence entre les deux époques et la question pourquoi Josué a pris sur lui d'envoyer des explorateurs. J'attends peut-être une question s'il y en a. Moi, je voudrais juste faire un petit commentaire. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Dans la paracha Shlach Lecha, Moïse demande donc à Hachem l'autorisation. Hachem lui répond Shlach Lecha, envoie pour toi, mais Hachem nomme les explorateurs. Alors que dans le livre de Josué, c'est Josué lui-même qui décide qui envoyer. Alors, écoute, moi j'ai un petit doute sur ce que tu viens de dire, Olivier, Oui. mais on n'est jamais sûr, alors on va vérifier. Dans le livre de Bamidbar, au chapitre 13, qui est la paracha de Shlach Lecha dont tu parles, on va lire ensemble ce qui est écrit. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Dieu a parlé à Moïse pour dire aux générations, Shlach Lecha Anashim, envoie pour toi des hommes, Veyaturu et Eretz Canaan, ils vont visiter le pays de Canaan, etc., etc. Et Dieu continue à dire, Ish echad lemate avutav, un homme par tribu. Tishlachu, vous enverrez, Kol Nasibahem, les princes de chacune. Et alors il est dit, Dieu s'arrête la parole divine s'interrompt maintenant, sans qu'il ait dit les noms de ceux qu'il faut envoyer. Et alors il y a marqué, Vayishlach otam Moshe mimidbar Paran al pi Hashem. Moshe les a envoyés depuis le désert de Paran, Kulam anashim raché bene Israël hema, tous étaient des notables, ve'elei shemotam, et voici leur nom. Alors je ne sais pas, j'ai pas l'impression que c'est Dieu qui a exactement dit les noms des Meraglim, mais il y a un peu de vrai dans ce que tu dis, puisque Dieu a dit qu'il faut envoyer les plus grands, les princes de chaque tribu, les chefs du Sanhédrin de chaque tribu. Et nous en avons parlé un petit peu dans le commentaire de Rabbi Yitzhak Abravanel tout à l'heure, car si on envoie effectivement, et dans le commentaire du Malbim aussi, surtout, car si on va pour visiter le pays, ça veut dire visiter le pays, ça veut dire essayer de savoir si c'est un beau pays ou pas. En tout cas, c'est comme ça qu'on comprend pour l'instant. On va voir maintenant Nachmanide qui va nous dire un petit peu autrement. D'accord? Donc si c'est pour voir si le pays est beau ou pas, eh ben on va envoyer les plus grands, les notables, ceux en qui on a confiance. Il y en a même qui disent d'ailleurs, et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas dit jusqu'à maintenant, il y en a même qui disent pourquoi est-ce qu'il faut en envoyer 12 ? Ben, parce que pour qu'il y ait, comment dire, un représentant de chaque tribu. Hein, c'est comme si j'ai mon représentant à la Knesset, au Parlement, moi je veux le mien. Alors il y a un des commentateurs qui dit, ben oui, il a fallu envoyer 12 parce que le peuple d'Israël ne faisait pas confiance aux représentants des autres tribus, il voulait le sien. Alors il en fallait 12. Et cette remarque va nous aider tout à l'heure à comprendre la différence énorme qu'il y a 40 ans après, lorsque Yoshua va en envoyer 2. Donc, je résume, si on a envoyé des princes, des gens notables, remarquables, etc., c'est parce qu'on veut des gens en qui on peut avoir confiance pour savoir si on peut rentrer dans le pays. Ça m'amène à ce que va nous dire le Ramban. Vous le voyez ici en bas de la page, la première page. J'avais une autre remarque peut-être avant, si Oui. je peux. Est-ce qu'on peut dire que le mot la tour, dans les idées d'Abraham, ça me rappelle le mot taillard, d'un touriste qui cherche les bons endroits du pays, c'est-à-dire qui n'est pas du tout un espion, mais comme un taillard, comme un touriste, la tour. Est-ce qu'on peut peut-être faire le rapprochement ? Oui, bien sûr. C'est pas pour rien qu'en hébreu moderne, un taillard, c'est un touriste. Vous connaissez vous savez, ça m'amène quand même à quelque chose qui est une parenthèse, mais qui est importante. Après chacune des fautes du désert, du livre de Bamidbar, et elles sont nombreuses, eh bien, et des échecs individuels ou collectifs, eh bien, la Torah va, nous explique le Rav Kook, va descendre encore plus bas, si on peut dire, éclairer les ténèbres de la chute et des échecs répétés
du peuple d'Israël dans la traversée du désert et va donner au peuple d'Israël des enseignements, y compris et surtout des mitzvot, qui vont être nouvelles suite à l'événement, l'échec qui vient de se produire. Tout se passe comme si c'est l'échec du peuple d'Israël qui va amener la nécessité de révéler une dimension de la Torah qui autrement n'aurait pas été nécessaire. Pourquoi je parle de cela? Parce que sur le mot « la tour » dont tu viens de parler, Johan, eh bien, vous le savez, ce mot-là figure dans la paracha qui vient tout de suite après la paracha des explorateurs de Moshe, dans la paracha de Shlach Lecha. La paracha de Shlach Lecha se termine avec un petit passage que nous connaissons bien, puisqu'on le dit chaque jour, c'est la paracha du tzitzit. La paracha qui nous dit que lorsqu'on a un vêtement à 4 coins, eh bien, il faut lui mettre des fils, je ne sais pas comment on dit, des choutim, dont un qui soit d'ailleurs bleu-azur et 3 qui sont blancs. Eh bien, la paracha des tzitzit se caractérise par ce verset « Lotaturu acharei einechem v'acharei levavchem », c'est-à-dire, peut-être ce qu'on appelle en français, il ne faut pas papillonner des yeux. Vous connaissez cette expression, visiter des yeux, c'est-à-dire un petit peu comme parfois certains sur Internet comme ça, alors surfer avec les yeux. Eh bien, c'est une des maladies du siècle sans aucun doute, peut-être pas seulement du siècle, mais on reste extrêmement superficiel dans sa vision. Le mot qui est employé d'ailleurs dans le livre, dans le chapitre 2 de Josué qui nous occupe, c'est que lorsque le contre-espionnage de Jéricho a entendu parler des gens qui sont venus pour explorer le pays, le mot qui est employé en hébreu, c'est « ils sont venus l'arpor et haaretz ». L'arpor, ça veut dire creuser, fouiller. C'est tout le contraire de la tour en superficie. Eh bien, Rabbi Avraham Ibn Ezra, dans le livre de Devarim, dit à propos du mot l'arpor, c'est voir ce qui y est caché. Une expression très, très importante, car effectivement, les Meraglim de l'époque de Josué sont venus, on va y revenir tout de suite, voir ce qui était caché dans le pays. Vous vous rappelez, on en a parlé à la fin du dernier cours, juste quand ça s'est interrompu pour cause technique, eh bien, vous vous rappelez qu'on a vu que leur shlichut, leur mission, a duré combien de temps, rappelez-moi? Qui peut me rappeler combien de temps? Une nuit. Une nuit, très bien, je vois qu'on a bien appris. Et effectivement, car après, vous vous rappelez que les 3 jours étaient pour se cacher de ceux qui les cherchaient. Mais la mission elle-même n'a duré qu'une nuit. Or, la nuit, on s'est posé la question, on ne voit rien par définition. On va y revenir tout de suite, mais je relis avec ce que je disais à l'instant, on ne voit rien, mais peut-être que justement à cause de cela, on va découvrir ce qui est caché. J'en dis pas plus pour l'instant, mais vous me rappellerez tout à l'heure d'approfondir cette notion de une nuit par rapport à combien de temps les explorateurs de Moshe dans leur mission? 40 jours. 40 jours. Alors, il y a 2 différences, le jour et la nuit, c'est le cas de le dire, et puis 40 par rapport à une. Alors, de cela, nous allons parler tout à l'heure. En tout cas, pour résumer, la tour, ça veut dire visiter en superficie, et Eretz Israël apparemment est un pays où si on visite en superficie ou superficiellement, eh bien, il n'est pas sensiblement différent d'autres pays, malgré qu'il a d'extrêmement beaux paysages que peut-être on ne trouve pas ailleurs, mais comment dire, c'est pas encore ça qui fait Eretz Israël. Eretz Israël est un pays qu'il faut venir fouiller, pas seulement en faisant des chafirot archéologiot. L'arpor, ça veut aussi, c'est le mot qui est employé en hébreu moderne pour parler de fouilles archéologiques. Alors vous savez que c'est un pays éminemment archéologique, mais c'est peut-être pas seulement de ces fouilles-là dont nous voulons parler. En fait, nous voulons parler de découvrir, comme dit Rabbi Avraham Ibn Ezra, ce qui est
caché dans ce pays, toute l'histoire d'Israël qui s'y trouve enfouie et que nous allons petit à petit essayer de découvrir. Je voudrais terminer notre étude, le premier chapitre de notre étude, par le Ramban que nous avons donc ici sous les yeux, en bas de la première page. Alors, regardez bien, le Ramban, je vous l'avais dit tout à l'heure, pose une question extrêmement difficile. Il dit, Peyeshkan lishol, il faut se demander, Imken, s'il en est ainsi, Moshe Atzmo Chata Be'inyan, Moshe Atzmo, Moshe lui-même, aurait donc fauté lorsqu'il a envoyé ses explorateurs, puisqu'il est dit, Vayitav Be'ena Yadavar, ce que le peuple d'Israël avait demandé, qui est écrit dans le livre de Devarim au premier chapitre, ce que vous m'avez demandé, dit Moïse, était bon à mes yeux, Velama Amar Lahem Be'inyan Haaretz Hatovahi Imra'a. Pourquoi leur avoir donné comme consigne de découvrir est-ce que le pays est bon ou mauvais? C'est Moïse qui a prononcé ces paroles. Achar Sheneemar Lo Mitrila, après qu'il lui a été dit par la voix divine, Shehi Tova ou Rechava, quelle est cette terre bonne et large? Alors, la question évidemment est très délicate et très difficile. Elle met en scène l'initiative de Moshe et on se demande vraiment finalement pourquoi Moshe a envoyé, en tout cas de cette façon-là, des Meraglim. Eh bien, la réponse que donne le Ramban, vous l'avez ici. Veyitachen ki Moshe ba'avur sheyada ki ishmena vetova. Moïse, bien entendu, savait que ce pays est un pays gras et bon, avec une terre grasse et une bonne terre. Que Moshe Marlo, car ça lui a été dit déjà au moment de l'apparition du buisson ardent, El Eretz Tova ou Rechava, Dieu nous enverra vers un pays bon et large, etc. Alors pourquoi est-ce qu'il les a envoyés? Avurken, c'est pour cela, Amar Lahem Sheyitnu Lev Ladat Ken, qu'ils fassent attention à découvrir eux aussi cela, que c'est un bon et gras pays. Que dès chez Yagidou Laham, regardez comme c'est beau cette définition de Nachmanide, afin qu'ils transmettent au peuple, Veyisnechu Veyachlifu Koach La'alot Sham Besimcha, afin que le peuple se réjouisse et qu'il s'enthousiasme, traduction libre, à l'idée de monter là-bas avec joie. Voilà, je crois que vous lirez peut-être la suite par vous-même, mais on vient de dire l'essentiel, et Dieu merci, si je peux dire, ça remet les choses en place. Moïse, ayant entendu, c'est écrit dans le livre de Devarim, premier chapitre, que le peuple veut, d'ailleurs là-bas il y a marqué, l'Arpor et Haaretz, creuser le pays, fouiller le pays. Moïse a compris que c'est l'occasion ou jamais de les faire venir dans le pays avec enthousiasme, avec joie, car en Eretz Israël, vous le savez, on vient avec joie, et pas ni contraint et forcé par l'antisémitisme, ni, est-ce que je sais, contraint et forcé par une situation économique difficile. On vient parce que, pas pour fuir quelque chose, mais pour venir retrouver celle qui est comparée dans de nombreux versets à l'épouse du peuple d'Israël. On vient se marier avec Eretz Israël. Alors les mariages, comme vous le savez, c'est la joie à l'état pur. Voilà un petit peu la direction que nous donne le Ramban. Maintenant, j'aimerais bien passer à la page suivante. Johan, si tu veux bien. Je ne sais pas comment on fait. Ah oui, alors, d'accord. Au-dessus de la page, vous voyez écrit numéro 1. Voilà. Ça y est, j'ai compris tout seul. Bon, alors, en fait, nous allons maintenant rentrer dans notre, ou plus exactement dans votre, car j'aimerais bien vous entendre aussi, dans votre comparaison, tableau de comparaison. Car nous avons vu deux commentaires qui établissent les différences entre l'envoi de Josué et celui 40 ans auparavant de Moshe, mais nous avons aussi, si je peux dire, établi notre propre commentaire
par un tableau de comparaison entre ces deux périodes. Alors, je ne sais pas si je peux entendre, je ne sais pas qui est avec nous ce soir exactement, mais essayons quand même. On avait dit que pour établir une comparaison, eh bien, il faut se donner des critères, vous vous rappelez. Les critères, nous les avons établis ensemble, il me semble bien. J'ai moi-même divisé ces chapitres de comparaison, on peut dire, en 4 parties. Première partie, les explorateurs, on verra les sous-titres après. Deuxième partie, l'ordre de mission. Troisième partie, la mission elle-même. Et puis quatrième partie, le compte-rendu. Évidemment, une division qui est tout à fait logique et qui n'est pas très nouvelle. Alors, dans les Meraglim, les explorateurs, on avait dit la dernière fois qu'il y a un certain nombre d'éléments, plus ils sont précis, peut-être même numériques, et plus la comparaison est facile. Alors, on a déjà dit que leur nombre est très différent. Ici, il y en a 12, et là, il y en a 2. Peut-être pour ne pas laisser les choses ouvertes, à votre avis, que représentent les 12? Ça, c'est très clair, on en a parlé. Que représentent les 2? Les 12 représentent les tribus, n'est-ce pas? Que représentent les 2? Et peut-être Yosef et Yehuda? C'est une jolie idée, mais je crois que... Et donc, ça veut dire, si tu as répondu comme cela, c'est donc que nous sommes au tout début de notre étude, car nous allons bientôt découvrir que Yosef et Yehuda sont 2 parmi les 12 tribus. Alors c'est vrai, tu as raison, ce sont des tribus centrales, les tribus les plus centrales du peuple d'Israël. Mais si déjà envoyer les chefs des tribus centrales, pourquoi ne pas envoyer 2 qui ne représentent plus de tribus, mais qui représentent le peuple? Quoi? Les tribus, ce sont les tribus du peuple. Qu'est-ce que c'est une tribu? Une tribu, c'est une manière d'être, je crois qu'on en avait parlé dans un des derniers cours, c'est une manière d'être Israël. Alors il y a à la manière de Yehuda et à la manière de Yosef, et il y a différentes sous-identités à l'intérieur de l'identité d'Israël. Mais maintenant, c'est tout le peuple d'Israël qui va venir conquérir tout le pays d'Israël. Et par conséquent, les 2 ne représentent aucune tribu. D'ailleurs, c'est pas pour rien que si on descend dans notre tableau de comparaison, eh bien, on va découvrir que, au niveau des noms, dans le chapitre 13 de Bamidbar, on connaît leurs noms. Bien sûr, vous aviez demandé tout à l'heure, Olivier avait demandé qui a donné les noms. En tout cas, ils sont donnés largement. Il n'y en a pas un qui est omis. Alors que chez Josué, réponse, chez Josué, on ne connaît pas les noms. On ne connaît pas les noms, mais plus que ça. Regarde comment c'est écrit dans le premier verset. Vaishlach Yoshua bin Nun mina Shittim. Josué a envoyé depuis Shittim, l'autre côté du Jourdain, Shnaim Anashim Meraglim Cheresh. 2 hommes espions. Ça veut dire que non seulement on ne connaît pas leur nom, d'ailleurs leur titre on le connaît. Est-ce qu'on connaît leur titre? Non. Non, alors que là-bas, dans le chapitre 13, Kulam Anashim, Raché Ben Israël, des notables et des chefs, etc., etc. Ils ont beaucoup de titres. Alors qu'ici, on ne connaît ni leur nom ni leur titre, sauf Shnaim Anashim Meraglim, 2 hommes espions. Eh bien, tout se passe comme si ces 2 personnages, dont on va bientôt savoir d'ailleurs que ce sont aussi des personnalités et pas seulement des personnages, mais ils se sont faits tout petits, tellement petits d'ailleurs, qu'ils sont confondus entièrement avec le rôle qu'ils ont à jouer. Alors on les appelle 2 hommes espions, Shnaim Anashim Meraglim. Et c'est tout ce qu'on sait d'eux, en tout cas, dans le texte du Tanakh. La Torah orale, le Midrash, nous dira bientôt de qui il s'agissait,
mais dans le texte, il est très important qu'ils soient, comme des espions, quoi, discrets. Alors, on ne connaît pas ni leur nom ni leur titre. Je crois que d'ores et déjà, on commence à voir des différences qui se profilent à l'horizon. Dans l'ordre de mission qui est donné par Moshe, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, il y a, vous vous rappelez peut-être, combien de versets occupent l'ordre de mission de Moshe. Vous avez peut-être remarqué? L'ordre de mission qui leur est donné dans le chapitre 13 de Bamidbar occupe combien de places? On avait dit qu'il occupait beaucoup de place, je ne me rappelle plus exactement. Beaucoup de place. Vous voulez être un tout petit peu plus précis? Eh bien, vous vérifierez, à ma connaissance, ça occupe 4 versets entiers. Alors qu'à l'époque de Josué, reprenons les termes à la fin du premier verset, il leur dit, Josué, les morts, je prends le premier verset au milieu, Lechu, Réou, et Haaretz, Bet Yericho. Allez, voyez le pays et Jéricho. Ça fait combien? 4 mots. Ici 4 mots, là-bas 4 versets. Ça c'est quelque chose qu'il nous faudra expliquer. Pourquoi c'est tellement long là-bas? Pourquoi c'est tellement court ici? On continue notre tableau récapitulatif. La shlichut elle-même. Alors, on a rappelé ça tout à l'heure. Elle a duré 40 jours pour les explorateurs de Moshe. Elle a duré une nuit pour ceux de Josué. À quel endroit sont-ils allés, les explorateurs de Moshe? Vous vous rappelez? Je crois qu'on a dit ça la dernière fois. Alors, je le redis rapidement. Ceux de Moshe sont allés depuis Mimidbar Sin ad Rechov Levo Hamat. Il faudrait peut-être qu'on ait une carte géographique à l'occasion, Johan. Mais c'est tout le pays. Du nord, ça s'appelle du sud au nord. Pas du nord au sud, mais du sud au nord. Midbar Sin, c'est grosso modo la région de Sodome, qui est le sud du pays à cette époque. Et puis, Rechov Levo Hamat, c'est grosso modo le Liban, qui est le nord du pays. Eh bien, comment dire, les explorateurs de Moshe ont tout vu. Comme disent les touristes, on a tout vu. Hein? Et on était 3 jours, je ne sais pas où, et on a tout vu. D'autant plus, dit un des commentateurs, qu'ils étaient 12. Alors imaginez, 12 fois 40 jours, ça fait 480 jours d'excursion, ça fait beaucoup. On a le temps de tout voir. Par contre, les explorateurs de Moshe n'ont rien vu. Je voudrais quand même dire 2 mots là-dessus, car c'est tellement important. On voit donc que la différence peut-être la plus fondamentale entre ceci et cela, c'est la différence entre voir et entendre. Car, vous le savez, vous avez lu le chapitre 2 de Josué, le verbe le plus important dans ce chapitre, aussi bien en ce qui concerne les explorateurs que en ce qui concerne cette femme dont on dira encore quelques mots plus tard, cette Rachav Azona, eh bien, elle aussi, elle entend. Et eux entendent ce qu'elle a à dire. Quelle différence y a-t-il entre voir et entendre? Vous comprenez bien que voir, c'est le jour, entendre, c'est la nuit. D'ailleurs, je me suis laissé dire que la nuit, on entend mieux que le jour. Parce que le jour, on est troublé par tout ce que l'on voit. C'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'on dit le Shema Israël, qu'est-ce qu'on fait? Ben oui, on se cache les yeux. Regardez Johan comment il fait une démonstration. On se cache les yeux. C'est pas seulement pour, pouvoir se, comment on dit ça, les Itrakès, être, comment? Se concentrer. Se concentrer. C'est pas seulement pour pouvoir se concentrer, bien sûr, c'est pour pouvoir se concentrer, mais c'est surtout pour pouvoir être à l'écoute de cette voix intérieure qui est en nous et qui s'appelle Israël. Et c'est pour ça qu'on dit Shema Yisraël. Alors, une petite parenthèse d'ailleurs, lorsque Goliath va se présenter pendant 40 jours, tiens encore une fois, devant Shaoul, le premier roi d'Israël,
jusqu'au 40e jour où finalement le petit David va arriver pour se confronter avec ce géant qui s'appelle Goliath, eh bien, pendant 40 jours, le texte nous dit qu'il se présentait Hashkem ve'ha'arev, c'est-à-dire le matin de bon matin et le soir. Et la Gemara, le Talmud, nous dit que c'était pour annuler chez eux Kriyat Shema, la lecture du schéma qui se fait le matin et le soir. Beshorbecha ou vekumecha, en te levant et en te couchant. Et là-bas, on voit d'une façon tout à fait saisissante que le peuple d'Israël et le roi Shaoul, d'ailleurs, voient cette espèce de monstre qui se présente à eux et ils sont totalement paralysés par la vision menaçante qu'ils ont devant eux, au point qu'ils deviennent incapables d'être à l'écoute, comme on disait tout à l'heure, Shema d'Israël. Vient ensuite David, et la première chose qu'il est dit à propos de David, c'est « Vaïshma David », il a entendu, et alors il a commencé à agir. Je reviens à mon sujet. Eh bien, la différence entre voir et entendre va nous amener petit à petit à ce que nous recherchons. Qu'est-ce que, peut-être je vous pose la question, qu'est-ce que l'on peut attraper, non c'est pas le mot, qu'est-ce que l'on peut recueillir comme information? Vous savez, il y a les 5 sens. Dans les 5 sens, il y a 2 sens qui sont privilégiés, c'est le voir et l'entendre. Eh bien, qu'est-ce que attrape, qu'est-ce que recueille la vision et qu'est-ce que recueille l'audition? Je me fais comprendre dans ma question? Essayez de réfléchir un petit peu. J'ai pas saisi complètement la question. Je répète la question. Il y a les sens, en hébreu ça s'appelle chushim, sont là pour recueillir des informations de l'extérieur et nous les faire parvenir pour notre gouverne. Eh bien, il y a, chaque sens a finalement, on m'entend bien là? On m'entend bien? Oui, alors, oui. Ok. Chaque sens a une fonction, une raison d'être pour recueillir tel ou tel type d'information. Alors, peut-être c'est une question un petit peu difficile, mais vous remarquerez que la vision va attraper, si je peux dire, les détails. Si j'ai une classe devant moi, ce que je n'ai pas, mais supposons, eh bien je vais voir celui-là, et puis celle-là, et puis celui-là, et puis celle-là. Je vais voir le détail de mes élèves. Mais par contre, si toi, Johan, par exemple, tu me parles de la classe, nous allons parler de la classe, je vais entendre sur le klal, sur la collectivité de la classe. Je ne peux pas voir la collectivité, mais je peux entendre parler de la collectivité. Je peux voir les détails de ce qui est devant moi. Je vois une chaise, 2 chaises, 3 chaises. Mais je peux parler et entendre parler de la chaise ou des chaises. Est-ce que c'est clair? Alors, si c'est ainsi, nous commençons un tout petit peu à découvrir que les explorateurs de Moshe, effectivement, sont allés voir détail après détail après détail du pays d'Israël, 12 fois 40 jours où ils ont attrapé tous les détails possibles et imaginables. Mais il leur a manqué une chose fondamentale, c'était le klal, c'était la généralité du pays d'Israël. Eh bien, c'est cette généralité-là que sont venus découvrir, plus exactement entendre, les explorateurs de Josué. Rappelez-moi, ça aussi on en a parlé à la fin du dernier cours, où est-ce qu'ils sont arrivés les explorateurs de Josué? Ceux de Moshe, on a vu, ils ont parcouru tout le pays. Mais ceux de Josué sont arrivés où? À Jéricho. À Jéricho, mais vous vous rappelez qu'on a dit la dernière fois que c'était même pas à Jéricho. Ils ont même pas visité la ville de Jéricho, puisque... Ils sont allés chez une prostituée. Oui, or elle habitait où? Le chapitre nous apprend qu'elle avait sa maison dans la muraille extérieure. Et donc, ils sont à peine arrivés à la muraille extérieure de Jéricho que déjà ils se sont arrêtés
et là, ils ont passé une nuit dans laquelle on ne voit rien, et ensuite ils sont allés se cacher 3 jours, et voilà qu'ils ont tout compris, puisqu'ils sont revenus en disant à Josué, eh bien, Dieu a donné ce pays entre nos mains. Mais que s'est-il passé? Ils n'ont rien vu, ils n'ont même pas vu Jéricho. Vous avez compris? Ils sont venus pas pour voir, ils sont venus pour entendre. À différents niveaux d'ailleurs, certains des commentateurs nous diront, en tout vocabulaire d'espionnage, ils sont donc venus, comme on l'a dit la dernière fois, dans un endroit de passage notoire, là où tout le monde se trouve, tout le monde passe, que ce soit aubergiste ou prostituée, et puis dans cet endroit de passage, eh bien, ils ont eu la femme qui est la mieux placée pour recueillir tous les secrets et tous les états d'âme du peuple cananéen, et elle leur a dit clairement, le peuple tremble car ils ont entendu que le peuple d'Israël approche et pour conquérir sa terre. Alors, si certains commentateurs nous disent, si le peuple tremble, si le moral du peuple est au plus bas, si la guerre psychologique, vous voyez que toutes ces notions rentrent un petit peu dans notre étude, si la guerre psychologique a commencé à faire de l'effet au point qu'on en est arrivé là, peu importe finalement si, comme le disait Moïse à ses explorateurs, ils ont des villes fortifiées ou non, la terre est bonne ou non, ils ont un juste qui peut les protéger. Le peuple est dans un état de démoralisation totale et par conséquent, c'est cela qu'il voulait entendre. Eh bien, c'est la différence entre le jour et la nuit, entre une nuit qui est suffisante pour entendre le principe, la généralité du pays, et puis 40 jours qui ne sont même pas suffisants pour voir tous les détails de ce que le peuple nous réserve. Est-ce que c'est clair? Bon, alors si c'est clair, je voudrais encore reprendre un enseignement que nous avons signalé mais sans l'expliquer. Je vous rappelle qu'on a vu les 2 et les 12, eh bien là aussi, ça s'explique par le principe que nous venons de donner, klal et prat en hébreu, ou pratim. Pratim, ça veut dire les détails, les individus, les points singuliers, alors que klal, ça veut dire la généralité, le collectif, la généralité. Eh bien, les 2 représentent la généralité d'Israël. Alors vous me direz, mais pourquoi pas 1 à ce moment-là par rapport aux 12. Non, 1, c'est pas possible parce qu'il s'agit d'un témoignage et on apprend dans la Torah que Al pi shnaim edim yakum davar. Sur la foi de 2 témoins, une chose sera établie, une vérité sera établie. Vous connaissez cela. Pourquoi faut-il 2 témoins? Très rapidement, parce qu'il ne faut pas seulement d'ailleurs 2 témoins, il faut 2 témoins qui ne sont pas proches parents. Il faut 2 témoins qui se voyaient l'un l'autre alors qu'ils voyaient l'événement dont ils sont en train de témoigner, tout cela pour créer ce que l'on appelle en langage moderne un témoignage d'objectivité. Un seul peut être subjectif, 2, se voyant l'un l'autre et voyant l'événement, sont forcément objectifs et par conséquent leur témoignage est valable. Voilà. Alors, je crois que de cette façon-là, avec les clés que nous venons de donner, klal ou prat, généralité et particulier, eh bien, tout commence un petit peu à s'éclairer par la grâce de Dieu. Par exemple, si nous savons que les Meraglim de Moïse étaient des très grands personnages, les plus grands personnages de la génération de la révélation du Sinaï, il n'y a pas plus grand qu'eux. On parle parfois aujourd'hui de Gdolim, les grands de la Torah. Il n'y a pas plus grand de la Torah que cela. Eh bien, ils ont mené le peuple là où vous le savez, peut-être bien, et je suis prudent dans mes définitions, à la suite de ce qu'on vient d'apprendre, parce qu'ils étaient tellement grands. Vous voyez ce dessin-là, si j'avais un tableau, je l'écrirais sur le tableau, une espèce de dents de scie. Chacun d'entre eux
était très grand, le plus grand de sa tribu. Mais il manquait, et ils avaient des titres extrêmement grands et des noms extrêmement importants. Enfin, c'étaient des gens importants dans tous les sens du mot. Mais ils n'ont pas su se faire tout petits comme l'étaient les Méraglim de Josué. Il y a une phrase qu'on trouve dans les livres de Moussard, de morale juive, et qui dit la chose suivante. Seuls ceux qui sont vraiment grands savent se faire tout petits. Ceux qui pensent qu'ils sont grands ne sont que petits. C'est-à-dire, vous comprenez, la petitesse n'est pas ce que l'on croit, et la grandeur non plus d'ailleurs. Eh bien, on a ici des grands, mais au niveau individuel, alors que la grandeur véritable, semble-t-il, comme on le verra plus tard, c'est la grandeur des Méraglim de Josué, qui ne sont pas n'importe qui, ça pour l'instant on ne l'a pas encore dit, qui sont aussi des notoriétés, mais qui ont su se faire tout petits, car ils représentent, ils incarnent, ils témoignent pour le peuple d'Israël tout entier. Juste une petite remarque pour qu'on comprenne de quoi on parle. Je me rappelle que le Rav Kook, le Rav Avraham Yitzhak Kook, le père, signait ses lettres de la façon suivante. Eved le Am Hashem ve'eretz hakodesh. Il signait, Avraham Yitzhak Kook, serviteur du peuple de Dieu dans le pays de sainteté. Alors vous comprenez que c'est de cela qu'on parle et que les explorateurs de Moshe ont su se faire tout petits, c'est-à-dire véhicules de la collectivité d'Israël. Alors que ceux de Moshe, eh bien, étaient tellement grands qu'ils n'ont pas su se faire petits, si je peux dire. Regardez, et par là nous allons terminer, regardez le texte que nous avons maintenant ici sous les yeux, si j'arrive à faire fonctionner, voilà, voyez, c'est un texte du Zohar. Vous savez que le Zohar est un texte fondateur d'une certaine Kabbale, et qu'il est écrit en araméen, alors on va le traduire tout de suite, c'est pas très long. Vayishlach otam Moshe, Moshe les a envoyés, on parle donc du chapitre 13 de Bamidbar, Kulam Anashim, tous étaient des gens, quand il y a écrit Anashim, dans le Tanakh, ça veut dire des notables, des gens remarquables. Et là, ça devient de l'araméen. Kulhu Zakain Havu, ils étaient tous méritants, Vereche be Yisrael Havu, et ils étaient à la tête du peuple d'Israël. Aval, cependant, Inun Dabru le Garmayu Eitabisha. Ils ont fomenté un mauvais conseil, une mauvaise entreprise. Amai Natlu Eitada, et pourquoi ont-ils pris ce mauvais conseil? Ela Amrou, ils se sont dit, I Ya'alun Yisraël Le'ara, si Israël vont rentrer au pays, Nit Aber Anan, Milemeverishin, nous serons repoussés d'être à la tête du peuple, on va nous destituer si vous voulez. Vegimne Moshe Reishin Achoranin, Moïse va nommer d'autres têtes du peuple. On peut imaginer les chefs de l'économie, les chefs de l'armée. C'est ça qu'on a besoin en Eretz Israël. Et eux qui étaient les chefs de la traversée du désert, eh bien ils vont être destitués. Les Ha'anan Zachinan Bemadbera les Meverishin, nous avons mérité dans le désert d'être à la tête, Aval Be'ara, l'Onizke, mais dans le pays d'Israël, nous ne mériterons pas. Ve'al de Natle Eitabisha le Garmayu, ayant fomenté un mauvais conseil par eux-mêmes, Mitu Inun Vechol Inun de Natle Milayu, ils sont morts dans le désert et tous ceux qui les ont écoutés. Alors vous comprenez, et par là nous terminerons, que ce passage du Zohar est extrêmement grave. Il vient montrer que ces grands d'Israël qui avaient certainement de bonnes raisons, et ça nous reprendrons la prochaine fois, quelles étaient les bonnes raisons, les bonnes intentions de ces grands, eh bien malgré tout n'ont pas su se hisser
au niveau de la collectivité d'Israël. Ils sont restés les chefs de tribus individuels, partagés, ils sont restés au niveau du détail, ils ont vu tous les détails du pays, ils ont parcouru 40 jours, mais cela ne leur a pas permis de tirer les conclusions concernant la véritable dimension profonde, cachée de ce pays. Eh bien, je crois que cette clé va nous aider beaucoup dans notre étude ultérieure. La prochaine fois, nous tenterons de terminer. Il y a encore un certain nombre de textes extrêmement importants que nous devons apprendre sur cette différence entre les deux missions à 40 ans l'une de l'autre. En attendant, je vous souhaite d'approfondir toutes ces choses que nous venons d'apprendre et de vous préparer, là encore, à l'étude qui nous reste concernant la suite du 2e chapitre de Josué, et je vous remercie de votre attention. Johan? Merci beaucoup. C'est le moment, est-ce qu'il y a une question, une remarque? Non. Ok. Moi, j'ai une question. D'après les Midrashim, on sait qui étaient les deux Miraglim de Yoshua? Oui, mais je vous garde la surprise pour la semaine prochaine. Sinon, alors vous allez vous endormir d'ici là. Alors je tiens à vous garder éveillé. Maintenant, si vous avez la curiosité d'aller chercher, eh bien, vous nous direz la semaine prochaine. Ok, alors ça nous fait la promo pour la semaine prochaine. Alors, à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, j'aurai le plaisir de retrouver les auditeurs dès demain déjà. Parce que comme vous le savez, on a tous les soirs des cours. Et il y a demain soir, on a le cours avec Richard Davidovia sur la parashat Shavua. Donc, on a parashat Balak. On va voir Balak et Bilam, toute cette histoire. Donc, demain à 19h heure française, 20h heure israélienne. Comme vous le savez, les cours sont enregistrés, sont mis en ligne. Et si vous voulez avoir les enregistrements, on met également les documents en ligne. Et si vous voulez avoir les heures exactes, avoir un rappel du cours, inscrivez-vous sur frlilmod.org. À ce moment-là, on pourra vous envoyer un mail chaque jour. Vous rappelez le cours. Voilà, c'était un plaisir. Merci beaucoup, Ravatoun et Kol Tov. Kol Tov.